La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre semaine jurassienne dans la Compagnie des auteurs, une émission qui ne pourrait avoir lieu, vous le savez, sans les indispensables Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Laurent Travagli-Chanal et Youtou Diego Ac-Lopez. Marguerite Duras, née Donadieu, a passé les premières années de sa vie en Indochine avant de venir faire ses études à Paris où elle rencontre Robert Antelme qui sera son premier mari. Résistante avec lui, elle racontera dans son livre La douleur les mois d'attente durant lesquels il est resté déporté en Allemagne. Elle vivra parallèlement un amour avec Dionys Mascolo duquel naîtra un fils, Jean, puis ce sera bien des années plus tard avec Yann Andrea qu'elle choisira de vivre comme nous l'a raconté lundi Sophie Bogart dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Écrivaine, Duras a construit une œuvre formelle d'une grande nouveauté qu'on a beaucoup copiée sans en percevoir forcément la logique interne. Cette expression du vide qui passe par une langue volontairement pauvre, c'est ce que nous a expliqué Gilles Philippe dans notre émission de mardi. Enfin hier, Dominique Noguez nous a parlé de celle qu'il a connue et fréquentée, ainsi que de la question de l'œil, de la vision chez Duras, tandis qu'en seconde partie, Mireille Kaï-Gruber revenait sur la noblesse de la banalité qu'elle voit à l'œuvre chez la romancière. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du cinéma de Duras et des liens évidemment avec ses livres, je serai en seconde partie après la chronique d'Éric Marty avec la journaliste Laure Bergala qui nous parlera du film L'Homme Atlantique. Et en première partie, c'est Jean Cléder qui nous apporte ses lumières. Il est maître de conférences en littérature à l'université de Rennes. Il écrit sur Duras, bien sûr, mais également sur Chéreau, Christophe Honoré ou encore sur le cycliste Bernard Hinault. Et il va d'ailleurs publier le 17 mai prochain un petit éloge de la course cycliste aux éditions Nouvelles François Bourrin. Mais on ne va pas parler de vélo aujourd'hui, à la limite de camion peut-être, pour reprendre le titre d'un film de Duras. Nous verrons bien, en tous les cas, bienvenue et merci de nous écouter. Voici la Compagnie des auteurs. Un des problèmes qui m'intéresse au cinéma, c'est le dialogue. C'est précisément la théâtralité du cinéma. Ce problème n'a pas été résolu. C'est curieux parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez frappé par les visages des personnages et que leur voix était très souvent décevante. Leurs paroles. Parce que l'image s'attache au visage, elle le magnifie. N'est-ce pas ? Il y a une magnificence du visage de l'acteur au cinéma. Et lorsque ce visage se met à parler, il y a une sorte de divorce, ce n'est pas résolu. L'accord n'est pas fait entre l'image et la parole. C'est un des problèmes qui m'intéresse. J'ai toujours souffert quand un héros se met à parler. Je crois que ce sont des questions techniques, tout simplement. Le dosage n'est pas fait entre l'image et la voix. On les voit trop, on ne les entend pas assez, il y a quelque chose comme un équilibre à trouver. C'est ce qui m'intéresse dans le dialogue de la musica. Un entretien avec Roger Régent qui date de 1966. Bonjour Jean Cléder. Bonjour. Alors Duras vient de le dire, ce qui l'intéresse au cinéma, ce sont les dialogues, peut-être aussi une forme de théâtralité. En aucun cas, elle ne s'intéresse réellement au code classique du cinéma, qu'elle s'emploie même à faire évoluer. On en viendrait presque à se poser cette question. Est-ce que Duras aimait réellement le cinéma en tant que tel, Jean Cléder ? C'est une question un petit peu difficile à traiter rapidement. Est-ce qu'elle aimait le cinéma ? Eh bien, elle s'est expliquée sur cette question dans le très bel exemplaire des Yeux verts, donc des Cahiers du cinéma de juin 1980, qu'elle a entièrement construit
toute seule, en fait. Et, avec Serge Danet. Oui, absolument. Mais donc, on lui a confié la responsabilité du numéro. Il n'y a pas de film chroniqué dans ce numéro donc de juin 1980. Et elle s'explique très complètement sur sa manière donc d'envisager le cinéma. Et ce qui est remarquable donc à ce moment-là, où elle fait un peu aussi une synthèse d'une certaine manière de sa propre pratique, c'est que elle dit, on peut dire, tout le mal qu'elle pense du cinéma classique, du cinéma qu'elle appelle le cinéma dominant ou le cinéma du samedi, tout en sauvant certains auteurs comme donc Robert Bresson ou Charlie Chaplin. Alors se demander si Duras aime ou aimait le cinéma, moi je pense qu'elle aimait son cinéma, d'une part. Son cinéma à elle. Oui, ça c'est sûr. Certains cinémas également. Et je pense que la citation que vous venez de faire de cet entretien est très intéressante parce que elle prend une partie du matériau cinématographique habituel, c'est-à-dire là pour le coup les dialogues, et elle soustrait cela par exemple à la continuité des actions que l'on peut normalement montrer dans le cinéma classique avec des acteurs qui, font quelque chose d'une certaine manière. Voilà. Alors on va rentrer évidemment dans tous ces détails. Benoît Jacquot, qui a beaucoup travaillé avec elle, allait quand même plus loin que vous quand il disait que finalement elle faisait du cinéma en le haïssant. Il va jusque-là, Benoît Jacquot. Il parle de haine du cinéma. Oui, alors les propos de Benoît Jacquot sur le travail de Marguerite Duras sont parfois assez ambigus ou ambivalents et se modifient un petit peu au fil du temps parce que effectivement, elle a travaillé avec elle, et en même temps, il peut dire aussi que Duras se considérait comme une conteuse, la meilleure des conteuses, et considérait aussi le cinéma comme le lieu où pouvait s'exercer, en quelque sorte, au mieux son talent de conteuse. Mieux que dans ses livres. Mieux que dans ce livre, je ne saurais pas dire, mais d'une certaine manière, ce qu'elle fait à tel moment, c'est ce qu'il y a de plus important pour elle et ce qu'il y a de plus important tout court, si je puis me permettre cette petite pique. Bien sûr. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'elle n'aime pas dans le cinéma, c'est le cinéma milliardaire, comme elle l'appelle, le cinéma le plus courant, mais il y en a tout de même un certain nombre de films qu'elle aime bien. Vous avez commencé de le mentionner. Par exemple, Elia Kazan, c'est un des cinéastes qu'elle aime, ou en tout cas qu'elle sauve. Oui, donc elle a fait des entretiens avec Elia Kazan. Pour le coup, je ne sais pas très bien ce qu'elle en garde parce que les autres cinéastes, on comprend bien la manière dont par exemple, dont elle choisit Bresson. Elle choisit Bresson parce que Bresson élimine de la matière. Enfin, son travail, c'est d'éliminer des choses par rapport à la réalité d'une certaine manière. Et Duras fait un petit peu la même chose. Bon, le cas de Chaplin, c'est un peu différent, bien sûr. C'est plutôt l'idée que lorsque le personnage de Charlot, donc, traverse l'espace, eh bien, tout l'espace environnant est modifié par son passage. Bon, donc il y a des processus. Et ça, on le retrouve chez Duras aussi dans son cinéma. Bien sûr, oui. Dans quand Anne-Marie Streeter traverse l'écran, donc traverse le cadre dans India Song, on a le sentiment aussi que quelque chose de cet ordre se passe. Un déchirement de l'air, nous dit-on, à propos du passage d'Anne-Marie Streeter aux abords des tennis dans India Song. Voilà, je pense qu'elle c'est pas du tout comique en tous les cas. Non, c'est pas. Ce sont pas des équivalences stylistiques, ce sont plutôt des processus bien plus profonds qui se jouent dans ces rapports-là. On peut citer d'autres noms, Joseph Mankiewicz, John Huston, Jean Renoir, sur ces noms-là. Est-ce que vous voyez pourquoi elle pourrait les sauver? En tout cas, pourquoi elle a dit que ces cinéastes l'intéressaient? Pas tellement, non. Non, pas tellement. Et alors, encore plus étonnant peut-être, Francis Weber, je crois qu'elle aimait beaucoup son film La Chèvre. Ah mais bien sûr. Non mais là, on comprend tout de suite pour le coup. Pourquoi elle adorait La Chèvre. Oui, donc là, vous faites allusion à des entretiens d'ailleurs qui ont été édités récemment entre Marguerite Duras, donc Jérôme Beaujour et puis Claude Berry. Voilà. Au moment où Jérôme Beaujour, scénariste qui a beaucoup travaillé avec elle, romancier également. Oui, et donc au moment de préparer l'adaptation de L'Amant, eh bien donc les tractations extrêmement intéressantes puisqu'elle parle de sa conception du récit, de sa conception des scènes, etc., etc. Et à un moment, donc elle explique qu'elle ne saura pas construire des scènes et les mettre les unes à côté des autres pour fabriquer
un récit. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle elle fait des textes et qu'elle n'arrivera pas à faire un scénario, etc. Et pour le coup, elle prend comme modèle d'accomplissement du récit, donc comme il faut, La Chèvre donc de Francis Weber, qui est une comédie avec Gérard Depardieu et puis je ne sais plus qui. Et donc voilà, ça fait ricaner tout le monde autour de la table de discussion, évidemment, puisque on peut concevoir que ce film-là est quand même assez éloigné de l'esthétique générale donc du cinéma de Marguerite Duras. Oui, il y a peut-être un petit peu de provocation. Bien sûr, évidemment, comme oui, bien sûr. Chez Marguerite Duras. Oui. Alors, elle n'aime pas les films millionnaires et pourtant, il y a L'Amant. Et L'Amant, c'est évidemment pas un film à elle, mais c'est un film qui a été adapté de son livre, un film milliardaire même, hein, en francs quand même, 3 milliards de francs pour l'époque. Film produit par Claude Berry, qui était là vraiment destiné, Jean Cléder, au grand public. Comment appréhendait-elle le fait qu'on prenne son œuvre, qui avait d'ailleurs très bien marché, L'Amant, pour en faire un film très grand public? Alors là, le processus est assez long et assez complexe, puisqu'elle a commencé par travailler elle-même à cette adaptation-là. Ensuite, il y a eu je résume donc des conflits avec la production et puis aussi donc avec Jean-Jacques Hano. Elle était tombée malade lorsqu'elle est revenue de sa maladie. En fait, elle était même dans le coma, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises alors qu'elle ne pouvait pas donner son avis. Et lorsque elle est revenue donc dans un état normal, eh bien le travail je résume vraiment, le travail avait commencé, était en train de se terminer sans elle pour le coup. Et ce qui est très intéressant, c'est que la version de 1987 du scénario que elle avait préparé dans son coin, donc avec Jérôme Beaujour pour L'Amant, elle l'a utilisé pour faire un autre livre qui s'intitule L'Amant de la Chine du Nord. Et ce livre, donc L'Amant de la Chine du Nord, était en quelque sorte une sorte de contrepoison par rapport au film de Jean-Jacques Hano qui sortira en janvier de l'année suivante, donc en janvier 92, si je ne me trompe pas sur les dates. Et voilà. Donc, il y a eu pas mal de discussions, de conflits par rapport à ce film-là. Et pour le coup, donc, effectivement, c'est un film qu'elle prétend ne jamais avoir vu. Mais qu'elle critique tout de même. Ah bah oui, évidemment. Même si elle ne l'a pas vu. Absolument, oui. Et c'est un film d'une certaine manière, dont on a contractualisé avec elle le fait qu'elle ne dise pas de mal, puisque Claude Berry avait eu un contrat avec elle, lui avait offert une table dans un grand restaurant quotidienne pour l'empêcher de dire du mal donc de ce film, qui pour autant est extrêmement intéressant du point de vue du travail effectué. C'est pas forcément un film que personnellement j'aime, mais le travail fait sur le matériau textuel est très intéressant. Oui, parce qu'en réalité, c'est un film dont les dialogues, par exemple, reprennent quasiment systématiquement les dialogues du livre. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait réellement trahison. Où voit-elle la trahison finalement, Marguerite Duras? Eh bien, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à l'adaptation, puisque c'est pas parce que on reprend les dialogues que l'adaptation sera intéressante à regarder, parce que précisément donc la reconstitution historique, elle est sidérante, enfin pour le coup milliardaire si l'on veut. La reconstitution historique qui est faite dans le film de Jean-Jacques Hano est très très minutieuse, et d'une certaine manière Hano fait ce que Duras reprochait au cinéma milliardaire, c'est-à-dire de stériliser l'imaginaire du spectateur en montrant tout. Si on montre tout, on n'a plus rien à imaginer. Dans le roman, quand vous lisez le roman L'Amant, il y a quelques scènes qui sont, juxtaposées pour le coup, avec beaucoup d'ellipses, et c'est bien au lecteur de constituer la continuité qui va s'appeler une histoire, un récit, tout ce que vous voudrez. Ouais. Donc la légende disparaît avec l'adaptation, le légendaire disparaît avec l'adaptation, et on nous explique ce qu'il faut voir et ce qu'il faut penser. Voilà, tout est montré en détail, en plan serré, etc. Et donc ça, je pense que ça pouvait, de fait, ne pas lui plaire du tout. Oui. Je crois qu'il y avait aussi cette idée que Jean-Jacques Hano et Claude Berry avaient fait de cette histoire une simple histoire d'amour, et pas l'histoire d'amour de cette jeune fille qui était Marguerite Duras, dans un contexte très particulier, manque d'argent, enfin tout ce qui fait véritablement la particularité de l'histoire de Marguerite Duras était un peu emporté par l'histoire d'amour globalement. Oui, alors je pense que le problème, il est plus profond, c'est que, à mon avis, Duras, ce qui l'intéressait, c'était, l'action dans les livres ou dans les films, c'est sa création à elle,
c'est sa diction, vous avez commencé sur les dialogues, c'est sa diction à elle, et pour elle, donc, eh bien, parler, c'est ça la véritable action, comme pour Godard, on pourrait dire. Donc c'est ça la véritable action, et à un moment dans les discussions donc, qui se sont organisées autour de ce film, évidemment d'une façon un petit peu, comment dire, provocatrice, elle a expliqué à Claude Berry, et ces entretiens ont été filmés, elle a expliqué à Claude Berry que ce qu'il y avait le plus intéressant à filmer, c'était elle en train de lire L'Amant. Donc évidemment, Claude Berry était un petit peu estomaqué, mais pour le coup, je termine sur ce point, eh bien, ces lectures ont été filmées et c'était encore de la création parce que elle ne lit pas le texte tel qu'il est imprimé. Elle continue d'inventer en dérythmement, en re-rythmant, en cassant un peu la syntaxe et en la refaçonnant d'une autre façon. Donc à mon avis, c'est ça l'action. C'est ça qu'il y a à montrer et à entendre. Alors on a parlé de ce que Marguerite Duras n'aimait pas dans le cinéma des autres. Voyons donc quel était son cinéma à elle. On écoute Marguerite Duras parler de son film Le Camion. J'ai jamais fait un film aussi simple, aussi pur. C'est comme une première grammaire du cinéma pour moi. La parole est le relais de la parole par ces longs travelling. Vu du camion ou bien du camion lui-même. Le camion est à la fois vu et il voit. Je crois que j'ai jamais rien fait, ni en littérature d'ailleurs, qui se rapproche de cette simplicité. C'est-à-dire que il y a une virtualité de beaucoup d'autres histoires qui n'auront pas lieu dans le camion. Tandis que dans Baxter, c'est une histoire précise, que je prends au début et que je mène jusqu'à la fin, avec ses charnières. Dans le camion, non, puisque c'était une sorte d'histoire impossible, d'histoire à l'envers, si vous voulez. Ce qui aurait pu avoir lieu n'a pas lieu. Mais ce qui aurait pu avoir lieu est quand même indiqué quelque part. La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que c'est que ce film Le Camion, Jean Cléder, de Marguerite Duras? Eh bien, on ne sait pas très bien, puisque au début de ce film, Depardieu pose cette question à Duras. Les acteurs sont Marguerite Duras et Depardieu qui sont installés autour d'une table chez elle à Neufle-le-Château, en train de lire un texte, et donc Depardieu demande à Duras, c'est un film, point d'interrogation. Elle répond, ça aurait été un film, point. C'est un film. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est quelque chose de très étrange. Bien l'état d'esprit. Oui, c'est quelque chose de très étrange, puisque l'action qui devait être filmée en extérieur finalement n'a pas été filmée en extérieur pour des raisons climatiques, on va dire. Et pour le coup, tout se passe en fait autour de cette table où se lit sans répétition un manuscrit. Et donc, sans répétition, et ça se sent bien, et ça donne aussi une vraie vitalité. Il découvre le texte, en tout cas, Gérard Depardieu découvre le texte. Oui, et donc, en fait, pour le coup, il trébuche un peu de temps en temps, et ça donne une vraie vitalité, finalement, à la découverte de cette histoire-là, qui se fait un peu au conditionnel préludique, pour reprendre la citation que fait Duras au début du livre qui sera publié après, de la superbe grammaire de Maurice Grévis, Le Bon Usage. Et voilà, et donc, en fait, donc, il y a la chambre de lecture, on pourrait dire, et puis en parallèle, donc, il y a des images d'extérieur qui représentent des zones un peu indéterminées, des espaces quelconques, etc., où se promène en effet un camion, qui est un peu le véhicule. Zone de banlieue, oui. Zone soit commerciale, route, autoroute, rond-point. Oui. Transit, et voilà. Mm-hmm. Alors, Duras disait dans cette archive que pour elle, ce film était un film extrêmement simple. Elle disait que tous ces films étaient des films enfantins et que c'est pour ça qu'ils étaient destinés à des intellectuels. Jean Cléder, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet, et il y avait une petite citation qui renvoyait à ça tout à l'heure, qu'elle reprend la grammaire cinématographique à zéro.
Et de fait, bon, au lieu d'occuper au maximum l'écran par de l'agitation, de l'action, eh ben, on va enlever de l'action, de l'agitation. On va aussi faire le moins de plans possible. Hein. Donc, il y a le bal dans India Song, ça doit durer, je ne sais plus, 12 minutes. Le plan du bal dans India Song doit durer 12 minutes. Donc, on revient un petit peu aux éléments fondamentaux du langage cinématographique. Et pour le coup, ça donne quelque chose qui soustrait le produit fini au grand commerce du cinéma, puisque on revient à quelque chose de rudimentaire et de fondamental, et pour le coup qui renvoie peut-être chacun également à quelque chose de très profond. Donc c'est un projet d'abord politique ou un projet d'abord esthétique et artistique ? Alors, à mon avis, les deux se conjuguent et se combinent parce que, de fait, les films qu'elle construit ne coûtent pas cher. Mmh. D'ailleurs, elle dit que s'ils coûtaient cher, elle ne pourrait pas les faire de cette façon-là. Oui, elle le dit aussi, par exemple, pour l'amant. Et pour le coup, c'est un petit peu une façon donc de s'écarter du cinéma milliardaire, du cinéma capitaliste, si elle en parle comme ça dans Les Yeux Verts et dans le camion, c'est-à-dire le cinéma qui doit distraire la population active du subissement où cette population se trouve dans la semaine, au travail, etc. Il s'agit donc de priver en quelque sorte le travailleur du divertissement qui l'empêche de se révolter contre le régime dominant, etc., etc. Donc c'est profondément politique. Le texte du camion est totalement sidérant à cet égard. Ouais. C'est invraisemblable, donc la force, on pourrait dire la violence même si tout cela est dit très doucement, la force et la violence des propositions politiques qui sont faites donc dans le camion et qui, malgré tout, donc s'écartent aussi du Parti communiste, voilà. Ouais. Et alors d'un point de vue après graphique, d'un point de vue purement esthétique, c'est vrai que le développement des caméras portatives, la facilité qu'on a aujourd'hui quand on est vidéaste à faire des films, semble indiquer, quand on va dans les musées, qu'il y a comme une parenté entre le genre de film que faisait Marguerite Duras et aujourd'hui un cinéma qui serait plutôt de l'ordre de l'art contemporain, ce qu'on appelle aujourd'hui un cinéma de vidéaste. Est-ce que vous voyez cette porosité entre l'art contemporain et le cinéma de Marguerite Duras, Jean Cléder ? Oui, alors pour le coup, les cas qui me viendraient un petit peu à l'esprit et qui présentent aussi des enjeux à la fois esthétiques et politiques, ce sont effectivement des vidéos d'artistes formés dans les circuits de l'art contemporain et qui font des propositions très radicales finalement en cassant le langage cinématographique et en remontant les éléments ailleurs. Je pense par exemple à Valérie Mrégène, qui est une cinéaste qui peut-être, donc formellement elle raconte pas des histoires comme peut le faire Marguerite Duras dans India Song, mais reprend tout un vocabulaire donc esthétique et narratif qui un peu en quelque sorte traîne partout et le démantibule et le remonte d'une autre façon. On pourrait comparer par exemple India Song avec le Manu France de Valérie Mrégène. C'est pas seulement à partir de mes films que je fais d'autres films. Je crois que c'est à partir d'autres disciplines, à partir par exemple de l'écrit. Parce que il ne faut pas vous imaginer des choses. Il ne faut pas aller chercher trop loin pour trouver que India Song ou Son nom de Venise dans Calcutta Désert, ce sont des expériences sur l'écrit. Oui, au départ, c'était des écrits d'ailleurs. C'est encore des expériences sur l'écrit. Mais pourquoi avoir envie de faire des images dessus alors que l'écriture, au fond, il y a beaucoup de gens qui satisfont d'écrire? Mais parce que le cinéma relève de l'écrit. C'est ça qui m'intéresse, c'est que le cinéma relève de l'écrit, mais les gens font comme s'ils ne le savaient pas. Donc mon expérience porte, si tu veux, sur ça. It's the story of a love affair which takes place in India in the 30s, in an overpopulated city on the banks of the Ganges. It is the season of the summer monsoon. A tune from between the two wars, India Song, is played slowly on the piano. India Song. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors cinéma,
littérature. Vous dites, Jean Cléder, que Duras est une artiste amphibie, qu'elle est un écrivain cinéaste. Oui, effectivement, donc elle fait partie de ce que Godard appelait la bande des quatre, écrivains qui ont fait autant de cinéma qu'ils ont produit de livres, donc avec Cocteau, Guitry et Pagnol. Et de fait, ce qui m'intéresse dans ce processus-là, c'est finalement plus l'idée qu'elle prenait un petit peu, les outils, un peu comme les artistes contemporains, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu les outils qui se présentent à eux en fonction des circonstances. Moi, je la vois un peu comme ça, même si la tradition éditoriale et la tradition aussi de l'histoire littéraire et de l'histoire du cinéma a tendance à ranger un peu les gens dans des cases. Moi, je vois plutôt ça comme une pratique donc véritablement hybride. Oui, parce que c'est vrai que la critique, et je pense la plupart des lecteurs et des spectateurs des films de Duras, la considèrent d'abord comme un écrivain qui fait du cinéma, et pas comme une cinéaste. Oui, c'est ça. On a tendance à cloisonner, à hiérarchiser aussi. Et donc, dans l'histoire du cinéma, on a tendance un peu à mépriser les écrivains qui se mettent à faire du cinéma, parce que ce ne sont pas des spécialistes, alors que les trucs qu'elle invente, les trucs au sens trucage, les trucs qu'elle invente, c'est parce que elle vient de la littérature qu'elle ose les inventer. Au cinéma, donc ce qu'elle fait pour India Song par exemple, ou même son nom de Venise dans Calcutta désert, c'est son absence de tradition cinématographique ou d'éducation, on va dire ça comme ça. Ouais. Cinématographique qui lui donne cette audace. Quand vous dites ce qu'elle fait pour India Song, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la désynchronisation de l'image et du son? Par exemple, donc désynchroniser les voix des visages, puisqu'on entend la voix de Michael Lonsdale, mais qu'elle ne vient pas s'articuler sur sa bouche. Ou bien l'idée totalement sidérante aussi de faire un second film avec la même bande-son que India Song. C'est une idée magnifique et qui ne peut pas être une idée de professionnel du cinéma, comme l'explique donc très bien Bruno Nuiten dans ce numéro d'études cinématographiques. Eh bien, elle lui faisait faire des choses que l'apprentissage du métier lui avait interdites, tout simplement, en termes de grammaire, en termes techniques, donc de traitement de la lumière, etc. etc. Ouais, les acteurs d'ailleurs étaient très déroutés. Je crois que Lonsdale lui-même avait beaucoup de mal à faire ce que lui demandait, ou plutôt ce que ne lui demandait pas Marguerite Duras quand il jouait dans India Song. Oui, alors pour India Song, il y a une petite archive d'ici, je suppose. Il y a une petite archive d'ici qui fait apparaître, donc on l'entend dire son désarroi, parce que Duras lui demande de faire en sorte que ça sonne faux. Elle lui demande de jouer faux. De mal jouer. Et ça le fait rire. Comme donc, elle a aussi désécrit, a aussi un peu mal écrit, comme nous expliquait mardi dernier Gilles Philippe. Absolument. Et ça, c'est quelque chose. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été écrit dans le vice-consul déjà, que la voix du vice-consul sonnait faux. Ouais. Et donc, finalement, elle sonne faux. Donc elle supprime les acteurs, elle les fantomatise, pourrait-on dire, et c'est la voix off qui finit par remplacer la figuration des personnages, et c'est en ce sens qu'on a l'impression que c'est la littérature qui prend le pas sur le cinéma, même si, comme vous venez de nous l'expliquer, c'est plus compliqué que ça. Oui, parce que la littérature, quand on passe au cinéma, c'est plus de la littérature, c'est autre chose, elle s'incorpore. Elle prend corps. Et je pense qu'on ne prend pas assez en considération le fait même du corps. Et je crois que la présence de Duras dans ses films, elle est tout le temps dans les voix off, que ce soit les courts-métrages, on l'entend aussi dans India Song, etc., etc. C'est une façon de présenter physiquement l'auteur par cette voix, ce timbre, cette diction, ce rythme, qui sont extrêmement personnels. Et qui donne quelque chose de très, on pourrait dire, intime même à certains des courts-métrages de 1979, il me semble. Et il y a cette recherche-là de l'intimité qui passe également, je ne sais plus qui en parlait, peut-être Gilles Philippe l'autre jour, qui passe également par un gros travail de fausse oralisation de l'écriture, par exemple, dans certains livres. Qu'est-ce que ça produit sur le spectateur ou si c'est trop difficile de répondre pour les spectateurs, qu'est-ce que ça produit sur vous, Jean Cléder, ce dispositif cinématographique de Duras? Alors, ce que ça produit sur les spectateurs, ou ce que ça peut produire sur les spectateurs, c'est précisément
comment dire, la déconnexion de tous les processus de réception du film traditionnel avec de l'action, etc. Et il y a des chercheurs en sciences cognitives qui ont fait apparaître que moins on met d'action dans l'image, et plus le spectateur est renvoyé à son expérience personnelle pour constituer l'histoire. C'est-à-dire qu'il réfléchit en même temps. Non, c'est pas il réfléchit justement. C'est plutôt son histoire à lui qui va se mêler finalement à ce qui se raconte de façon un petit peu, c'est un peu des squelettes d'histoire qui ne se racontent pas donc en détail dans le film. C'est l'idée que moins on occupe les yeux du spectateur, et plus le spectateur va investir de sa propre psychologie, de sa propre histoire personnelle pour constituer l'histoire. Donc il y a quelque chose là de très très subtil, de très retors aussi pourrait-on dire, dans la façon de raconter l'histoire. Est-ce qu'on peut parler de méditation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler de méditation, mais en tout cas, je pense que chacun est renvoyé à son propre flux, enfin mental, etc., quelque chose de cette sorte. C'est vrai que les personnages n'ont jamais rien à faire. Les personnages de Duras vivent dans un monde où on n'a jamais d'urgence. Absolument. Il se passe quelque chose à partir du moment où on n'a plus rien à faire. On n'a plus d'action de western ou d'autres ou de films policiers à effectuer. C'est pour ça qu'on peut aussi être mal à l'aise en regardant ces films-là ? Je pense effectivement que, d'une manière, il faut être disponible à quelque chose qui rompt complètement avec les codes, parce que, bien évidemment, on n'est pas éduqué à recevoir cette sorte de cinéma. Et pour le coup, on prend des films comme Son nom de Venise ou bien les courts-métrages qui sont vraiment sublimes, les petits courts-métrages de 79, eh bien, ce sont des films qui sont encore très neufs. Il y a des films un peu bizarres des années 50, 60, dont on peut dire qu'ils sont démodés. Certains de films de Duras que je ne nommerai pas le sont peut-être aussi, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas se démoder parce que de toute façon, ils ne ressemblent à rien du tout. Voilà. Et pour le coup, voilà, ils gardent cette espèce de fraîcheur, de force initiale. Pour terminer, est-ce que vous diriez que les films de Duras sont aussi des tableaux ? Est-ce qu'on est là dans le champ de l'art graphique ? Alors, il y a des tableaux vivants. Il y a des statues aussi, par exemple les magnifiques statues de Mayol donc dans Césarée. Et pour le coup, ce sont des tableaux qui sont pris dans le temps. Et donc pour le coup, je crois que le Laocoon de Lessing trouve sa résolution ou des développements inattendus dans le cinéma de Duras. Merci beaucoup Jean Cléder d'être venu nous parler du cinéma de Duras. Je rappelle que vous avez préfacé les entretiens de Marguerite Duras avec Jean-Pierre Seton aux éditions Nouvelles, François Bourrin en 2012. Vous avez dirigé le numéro 73 de la revue Études cinématographiques intitulée Marguerite Duras, le cinéma. Et puis vous avez publié les entretiens inédits entre Duras et Claude Berry dans l'ouvrage intitulé Cinéma invisible, l'amant de Marguerite Duras. C'est aux éditions Nouvelles. Cécile Defaux, tout de suite la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi dont le principe est de laisser à un grand lecteur le soin de nous donner son point de vue sur l'auteur dont il est question toute la semaine dans cette émission. Aujourd'hui, c'est Éric Marty, professeur à l'université Paris Diderot, également écrivain, qui vient nous parler de Duras et puis il nous présentera aussi son actualité culturelle, celle en tout cas qu'il a choisie. Bonjour Éric Marty. Bonjour. D'abord Duras. Que représente-t-elle pour vous ? Je crois que vous voulez nous parler, vous aussi, de son cinéma. Oui, parce que son cinéma qui a été beaucoup critiqué et même qui l'a posé en illégitimité dont elle a eu à se défendre, au contraire, moi, me plaît énormément, m'intéresse beaucoup par ses excès, mais aussi par sa rigueur. Et il était question justement du caractère moderne, au fond, de Duras, son inventivité, proche des vidéastes dont vous parliez, mais il y a aussi un classicisme très puissant dans le cinéma de Duras y compris, quelque chose, bon c'est un peu une banalité de dire ça, mais quelque chose de racinien, profondément racinien. Alors là racinien. on n'est plus dans le cinéma si on est dans le théâtre. Oui, on est dans l'art, je crois que c'est ça, je crois que voilà, c'est la vraie question de Duras, c'est un rapport à l'art
et à l'expression, et les catégories génériques sont peut-être un petit peu étroites. Et cette dimension racinienne, c'est la parole, la toute puissance de la parole qui est chez Duras. Et moi qui m'a toujours énormément beaucoup plu dans India Song, partout, y compris alors dans Hiroshima mon amour, dont elle n'est pas la réalisatrice, mais dont elle est la scénariste. Et à ce propos-là, il y a une chose qui me trouble beaucoup dans Les yeux verts dont il était question tout à l'heure, c'est qu'elle dit justement qu'au fond, oui, le cinéma parlant a été inventé dans les années 30, mais au fond, l'Hiroshima est le premier film dont les gens se récitent des répliques. Et le se réciter, alors là, me semble être un verbe très important pour comprendre justement la fonction de la parole. Et donc, on ne se parle toujours qu'à soi-même ou jamais? Alors, au-delà des dialogues, justement, est-ce que vous disiez que c'était les dialogues qui comptaient chez Duras? Je crois que le mot dialogue, les dialogues est un petit peu restrictif. C'est au-delà du mot dialogue, c'est parce que c'est aussi des lectures qui s'opèrent, des formes de récits, de paroles. Et elle dit même ceci, elle dit la parole dans le cinéma commercial fait avancer l'image. Elle correspond souvent à une économie d'image. Bon. Et elle, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que la parole a une sorte de puissance propre. Et je trouve ça non seulement très beau, mais aussi ça donne une sorte de tempo au regard. Parce que le jeu de la parole, justement, joue sur l'image. C'est pas seulement un dédain pour l'image et une mise en avant de la parole, c'est que la parole a un effet sur l'image, elle fait vibrer l'image, elle lui donne une forme de lenteur, une forme d'immobilité, d'où le côté tableau dont vous parliez, qui d'ailleurs m'a fait penser tout d'un coup au rapprochement qu'on pourrait faire entre Duras et Klosowski, le Klosowski des films de Pierre Zucca, où il y a un côté, effectivement, tableau, immobilité, presque une sorte de fétichisme à un moment, des corps, des objets, et donc Duras n'est pas complètement seul dans son expression, elle est aussi associée à un mouvement qui lui est contemporain. Alors il y a Godard bien sûr dans le jeu du fonctionnement son-image, mais il y a aussi Klosowski, Zucca, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu disparu aujourd'hui. Qui disparaît complètement aujourd'hui et qui est un peu affreux, et je crois que plus ça va, plus Duras passera pour illégitime, étant donné, je dirais, le régime, je dirais, cinématographique qui est celui d'aujourd'hui. Je dirais une chose aussi, peut-être, il me semble qu'il y a, par exemple dans Shoah de Claude Lanzmann, quelque chose, alors je ne sais pas si Claude Lanzmann serait content d'entendre ça, mais quelque chose qui reprend, au fond, un certain rapport au cinéma, un rapport évidemment au camp d'extermination, Auschwitz, mais il y a quelque chose de très puissant dans Shoah qui lui aussi, me semble-t-il, entre en dialogue avec Duras, avec Hiroshima mon amour, mais aussi bien sûr avec Aurélia Steiner, avec toutes sortes de... Voilà. Tout autre chose, l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, c'est le livre de Dany Laferrière qui paraît chez Grasset, livre très étrange et très beau, Autoportrait de Paris avec chat. Oui, alors c'est un livre merveilleux que j'avais jamais lu avant. Dany Laferrière, c'est le premier livre de lui que je lis et qui m'a ébloui. C'est un grand format, 300 pages. Ce sont en fait des planches dessinées, écrites à la main, rien n'est imprimé. Et c'est une sorte de grand jeu, de grande mémoire, au fond, de Paris. À la fois de Dany Laferrière, le point de départ est une sorte de journal qu'il tient sur son séjour à Paris, dans une sorte de chambre de bonne, du côté de la gare de l'Est, près du canal Saint-Martin. Et puis, peu à peu, le récit devient une sorte d'histoire de Paris. Et on trouve alors des formes d'épisodes à la fois mythologiques et donc célèbres. Alors c'est Proust à Paris, ce sont aussi beaucoup les Américains de Paris. Il y a toute une page autour d'Henry Miller. Et puis de ce monde-là, c'est aussi Barthes qui est évoqué avec une très belle évocation, très sensible. Alors ce qui est très beau, je trouve, c'est que le mélange de dessin et d'écriture graphique donne à la page une surface très très belle, mais cette surface est d'une subtilité constamment allusive, poétique, libre, c'est très drôle, et c'est très émouvant, et il y a une intelligence très profonde de Dany Laferrière, qui derrière des dehors très très naïfs entre guillemets, qui joue un petit peu au haïtien de Paris, qui est alors, haïtien et québécois puisqu'il vit à Montréal, eh bien introduit d'abord une connaissance inouïe, je dirais, de Paris, des grands événements mythiques de Paris, et puis donc un jeu, une drôlerie, une intelligence, et une subtilité, un art de citation extraordinaire,
Il y a aussi un chat, comme on l'a vu, qui joue un rôle un peu comme le chat du rabbin. Donc c'est lui ce chat. Voilà. C'est un autoportrait. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est très beau, c'est très intelligent, c'est très poétique. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et que vous conseillez. Merci beaucoup. Autoportrait de Paris avec chat. C'est donc chez Grasset. Ça vient juste de paraître. À très bientôt, Éric Marty. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier jour de notre série en 4 épisodes consacrée à Marguerite Duras. Nous continuons à nous intéresser à son cinéma, avec à présent la journaliste Laure Bergala, à qui l'on doit un article dans la revue des lettres modernes numéro 73. Il y est question du film, dans cet article, du film L'Homme Atlantique, ce film de Duras, dont nous allons donc parler avec elle. Bonjour Laure Bergala. Bonjour. Alors votre texte s'intitule « L'image noire dans l'homme atlantique ». Marguerite Duras assassine et réinvente le cinéma. Rien que ça. Bah oui, en voyant le film, c'est un peu l'impression que j'ai eue que c'était le programme du film, à la fois d'assassiner le cinéma, parce que, je vais expliquer pourquoi. En fait, le film L'Homme Atlantique, qui date donc de 1981, c'est un de ses derniers films, puisqu'elle en a fait essentiellement pendant la décennie 70. Donc c'est un film d'une 40aine de minutes qui est constitué majoritairement de plans entièrement noirs. Donc, notamment la deuxième partie, à partir d'à peu près la moitié, ce ne sont que des plans noirs, et avant, ça sera des plans noirs avec entrecoupés, si je puis dire, d'autres images. Et en fait, c'est un peu un programme qu'elle s'était donné. Elle en avait parlé notamment dans le numéro Les yeux verts. Décidément, Les yeux verts est au cœur de cette émission. Bah oui, parce que en fait, c'est un numéro qu'elle a entièrement écrit. Des cahiers du cinéma. Voilà, des cahiers du cinéma de 1980. Écrit, mis en page aussi, d'ailleurs. Écrit, mis en page. Donc, c'est beaucoup de petits textes sur différents sujets, notamment, bien sûr, sur son cinéma à elle. Il y a aussi des entretiens avec elle. Et donc, elle parle de ce plan noir qui va être celui de l'homme atlantique. Enfin, elle a son projet, en fait, en quelque sorte, de meurtre du cinéma par l'image noire qui est mentionnée de ci, de là dans des textes. Alors, on va en parler justement de cet écran noir, c'est vraiment le sujet de votre article. Mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur ce qui a été dit dans toute la première partie de cette émission, et puis aussi sur la chronique d'Éric Marty. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, d'ajouter, peut-être par exemple sur la haine du cinéma, parce que visiblement là, si elle veut assassiner le cinéma, c'est que peut-être il y a au fond une haine. Au fond d'elle. Oui, en fait, j'ai une haine. Alors, il y a l'aspect haine contre le cinéma qu'elle appelle commercial ou capitaliste. Donc, le fait que, c'est ce que Jean Cléder a très bien expliqué tout à l'heure, que le cinéma soit trop lié aux moyens, au fait qu'il faut forcément de l'argent, ou il faudrait forcément de l'argent pour en faire, et donc que c'est lié au capital, etc. Et puis, je pense qu'il y a aussi, c'est lié à son esthétique, c'est-à-dire... Ça vous gêne, cette idée du cinéma lié au capital, qui, moi, pour cette raison, serait mauvais? Est-ce que ça me gêne, moi? Oui. Non, je pense qu'on peut faire des bons films avec de l'argent aussi. Mais voilà, je pense c'est peut-être lié aussi à un aspect esthétique, c'est-à-dire qu'elle trouve que quand il y a trop de moyens, il y a trop de... il y a trop de redondance, il y a trop des images qui doivent aller avec des sons, alors que pourquoi ça serait nécessairement le cas? Après tout, on peut peut-être aussi faire autrement. Voilà, elle trouve peut-être que c'est trop classique, narratif. Enfin, j'aime bien son expression d'être contre le cinéma commercial. C'est assez basique et en même temps, oui, pourquoi pas. Enfin, ça sonne comme un slogan en tous les cas. Ouais.
Alors ce film, L'Homme Atlantique, 42 minutes, 30 minutes d'images entièrement noires, entrecoupées, vous l'avez dit, d'images impressionnées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des images qui proviennent de chutes du film Agatha ou les lectures illimitées, qui est un autre film de Marguerite Duras, réalisé aussi en 1981. Oui, alors il y a notamment il y a cette idée un peu d'économie de moyens justement de faire des films avec pas grand-chose, évidemment pas seulement pour une question éventuellement financière, mais aussi pour aller à l'essentiel, être dans une sorte de minimalisme et en même temps complètement personnel, comme on l'a déjà un peu dit. Donc en effet, là, le film, c'est vraiment une économie de moyens assez remarquable puisque c'est essentiellement donc des plans noirs et quand même des images qui sont des chutes de Agatha ou les lectures illimitées qui a été en effet réalisée la même année. Donc voilà, on voit en fait un homme qui est donc Yann Andrea qu'elle a rencontré finalement pas très longtemps avant. Donc il y a en fait pratiquement les seules images du film, c'est soit des plans de Yann Andrea essentiellement en gros plan, donc c'est dans l'hôtel Les Roches Noires à Trouville, ouais. Ou des plans de la mer depuis l'intérieur de l'hôtel. Voilà. Et de la rangée de fauteuils club. Oui, également. Qui est juste devant la fenêtre. Voilà, qui pour le coup fait partie des images de Agatha ou les lectures illimitées. Je pense que les plans de Yann Andrea en gros plan, ils sont pas dans Agatha, donc ça doit être des chutes qui n'ont pas été utilisées. Et voilà, donc finalement il y a même pas eu de tournage, je pense, pour l'Homme Atlantique, puisque c'est soit des chutes d'un film précédent, soit des plans noirs. Oui. Alors, vous expliquez tout de même que cette idée de l'écran noir, ça n'est pas tout à fait une nouveauté dans le cinéma. On a déjà fait cela avant Marguerite Duras. Oui, tout à fait. Alors, je pense que l'image noire fait vraiment partie du cinéma pour deux raisons. D'abord parce que de fait il y a toujours eu des plans noirs. Alors il faut rappeler pour les plus jeunes des auditeurs qu'avant le cinéma c'était uniquement de la pellicule, donc impressionné et ensuite passé dans un projecteur, puisqu'aujourd'hui on est quand même plutôt dans le numérique. Mais bon, voilà, donc il y a toujours eu des plans noirs dans le sens où juste pendant l'amorce, avant que le générique commence, il y a des plans noirs, il y en a vers la fin, etc. Ça fait partie un peu du dispositif du cinéma, on y reviendra peut-être. Et par ailleurs, Marguerite Duras n'est pas la seule à avoir introduit il y a aussi les figures classiques, évidemment, du noir, marquage, fondu au noir, etc., ou les cartons du cinéma muet. C'était souvent des plans noirs avec des choses écrites dessus. Ça aussi, ça a été repris, évidemment, complètement différemment plus tard par des cinéastes. Mais elle ne se revendique pas du tout de ce dont vous parlez là. Il s'agit de toute autre chose. Oui, alors, d'un côté, il y a de fait des plans noirs dans le cinéma depuis toujours, et de l'autre, il y a des cinéastes avant elle, plutôt pas des cinéastes classiques, mais des cinéastes expérimentaux ou des cinéastes d'auteur, comme elle-même se définit d'ailleurs dans Les Yeux Verts, qui ont pu utiliser des plans noirs, voire... Alors, comme par exemple il y a Maurice Lemaître, qui est maintenant un vieux monsieur de plus de 90 ans, qui a quelqu'un qui a inventé le lettrisme, qui lui revendique pour le coup d'avoir fait le premier film avec beaucoup de plans noirs qui s'appelle Le film est déjà commencé, qui date quand même de 1951. Et d'ailleurs, il a une sorte de pamphlet de style lettriste rageur contre Marguerite Duras qui d'après lui, dit qu'elle a inventé le plan noir. Alors qu'il y en a eu d'autres avant. Bon, il y en a aussi, Guy Debord, je crois. Oui, Guy Debord, a pu aussi se servir de ce procédé. Donc il y a un côté pour en finir sur le cinéma, il y a aussi une façon peut-être, Laure Bergala, d'affirmer la supériorité du texte sur l'image, d'autant que L'Homme Atlantique, c'est un film, mais comme souvent, ça n'est pas qu'un film, c'est aussi un texte, c'est aussi un livre. Oui, même si là, pour l'exemple de L'Homme Atlantique, je crois que le livre a été publié après. Donc c'est un texte... j'ai oublié de préciser, et c'est quand même fondamental. Donc l'image est assez minimaliste, mais il y a un son, une voix off, comme on dit. C'est Marguerite Duras qui dit un texte pendant pratiquement tout le film. Il y a très peu de silence. Il y a juste un peu le bruit de la mer à la fin. Donc et là pour le coup le texte a été publié juste l'année d'après aux éditions de Minuit. Donc en effet le son prime en un sens complètement sur l'image. Là évidemment vu qu'il n'y a pas d'image en un sens dans le film,
Je me rappelle pas quelle était votre question exacte. Non, mais vous y répondez même sans vous en souvenir, donc c'est parfait. Il y a aussi, et vous le soulignez dans votre article, des références à des techniques qui sont les techniques premières du cinéma, notamment la caméra obscura. Pourquoi parlez-vous dans votre article de cette caméra obscura? Parce que donc en fait j'ai un peu l'idée que voilà, le plan noir, on pourrait dire que c'est quelque chose de contre le cinéma, de violent contre le cinéma. Après tout, quand on se demande ce que c'est le cinéma, comme ça on va se dire c'est des images animées. Donc mettre une image noire à la place, c'est un côté violent ou un peu annihilateur. Et en même temps, comme je le disais, c'est aussi pour moi vraiment quelque chose qui fait partie du dispositif du cinéma. Et je trouve que le film voilà, entre guillemets, parle du cinéma, et fait vraiment du cinéma, et n'est pas du tout qu'une sorte d'attaque ou de manière de faire vraiment complètement différemment. Presque un hommage aussi au oui, cinéma. Et donc Caméra Obscura, parce que finalement, les plans du film sont tournés depuis l'intérieur du hall, donc de l'hôtel des Roches Noires à Trouville, qui fonctionne un peu comme une chambre noire, une caméra obscura, et où la lumière, les images viennent de l'extérieur. C'est un contre-jour aussi. Ouais, voilà. Contre-jour et un peu champ contre champ entre l'intérieur où il y a la caméra. D'ailleurs, la bande son, donc la voix parle énormément finalement de ça, de l'image, la caméra, etc. Les premières phrases, c'est elle qui s'adresse donc à l'homme Yann Andrea qui dit « Vous ne regarderez pas la caméra », qui pour le coup là est plutôt ce qu'on demande dans le cinéma classique, mais pas seulement. Et il y a beaucoup de vous allez regarder, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et c'est toujours champ contre champ entre cette intérieur où il y a la caméra finalement et l'extérieur. Donc il y a un aspect théorique, une portée théorique à ce film-là sur le cinéma. Pour moi, oui. Finalement, ça, en un sens, ça dit voilà, pour faire du cinéma, il n'y a pas besoin de trop d'images, de fioritures, de trop de narration, etc. On peut revenir à l'essentiel, donc des images simples, voire pas d'images, et puis un dispositif très simple. D'ailleurs, le fait de mettre finalement le son très en avant, puisque ce qui est finalement le plus important, ce qui reste, c'est, ce qui prime, on va dire, c'est la voix de Duras, donc qui dit le texte. C'est aussi une manière de parler du cinéma. Après tout, par exemple, le cinéma a été muet pendant des décennies. Pourquoi il serait pas, entre guillemets, aveugle? Et le son, c'est aussi quelque chose de très important au cinéma, donc pourquoi pas le mettre en avant? Puis il y a aussi autre chose, c'est que si on voit le film en salle, ce qui est très fortement conseillé, là je l'ai revu sur Internet, c'est quand même un peu différent. Donc si on voit le film en salle, finalement on est assis dans la salle, et pendant donc la majorité du film, on entend donc la voix de Duras qui dit le texte, et il n'y a pas d'image sur l'écran. Donc on pourrait se dire c'est plus du cinéma. Si, au contraire, complètement, puisqu'on n'est plus que là dans la salle en train d'écouter une bande son et d'expérimenter finalement le dispositif. D'ailleurs, il y a un texte des Yeux Verts, encore une fois, qui parle de ça, où quelqu'un lui pose la question, lui dit je ferai la différence entre une lecture d'un texte de toi dans une salle avec des gens comme ça, ou une lecture de toi dans une salle obscure d'une salle de cinéma. Et oui, bien sûr, parce que c'est du cinéma, puisqu'on est dans une salle de cinéma, qui a un écran, on éprouve le dispositif. Ouais. Il y a aussi le thème de l'absence qui pour vous est important parce que précisément c'est l'absence d'image qui est montrée. C'est ça qu'elle veut dire, Duras? C'est ça qu'elle veut montrer, l'absence? Oui, je pense, parce que donc moi je trouve que le film a une portée théorique et a une portée un peu de revenir un peu à l'essentiel, ou une manière de dire un peu radicale ce qu'est le cinéma, mais il y a aussi quand même vraiment un thème, la voix, donc en gros il y a un peu plusieurs parties entre guillemets dans le film. Je dirais pas qu'il y a une histoire quand même, mais elle parle donc de l'homme qui est là, elle le dirige, vous allez regarder la caméra ou pas la caméra, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et ensuite elle parle de son absence, donc il n'est plus là, et puis voilà, donc il y a ça. Et alors je pense qu'il y a vraiment le thème de l'absence. Vous avez intitulé l'émission d'aujourd'hui que le cinéma est à sa perte. Donc dans toute la fin de l'homme Atlantique, il y a vraiment donc le fait que l'homme est parti, donc l'image reste entièrement noire. Donc ça parle du départ, de l'absence, du manque, etc. Donc un grand thème durassien depuis le bal du début du ravissement de l'Olvestein, notamment. Et vous allez même, on terminera par là, en parlant des grottes
dans lesquels on trouve des inscriptions de mains, des mains négatives. Pour vous, ces mains négatives font écho à la légende de l'origine de la peinture, et vous dites que le cinéma de Duras vient de cette obscurité des grottes paléolithiques et de ces signaux finalement qui ont été laissés sur les murs. Oui, alors c'est pas moi, c'est elle qui le dit en quelque sorte dans le court-métrage Les mains négatives. Donc c'est un long travelling dans Paris en voiture, dans Paris d'ailleurs à l'aube, donc c'est il y a un peu un côté grotte aussi là, et le texte, donc comme d'habitude, qui est pas du tout synchronisé, qui parle pas de ce qu'on voit à l'image, ça serait trop simple. Donc parle en effet de ces grottes où on a retrouvé des traces de mains, on aurait retrouvé des traces de mains il y a 30 000 ans, et donc en effet, pour moi ça fait écho donc à l'idée de laisser une trace de quelqu'un qui n'est plus là. Ça me fait penser à cette légende de l'origine de la peinture, qui serait en effet une jeune fille, donc racontée par Pline l'Ancien, qui aurait dessiné les traces de son amant sur le départ, parce qu'il allait partir justement. Et donc là c'est pareil, en fait on a quelques images impressionnées de l'homme, Yann Andrea, et après il est plus là, il est remplacé par l'image noire. Merci beaucoup Laure Bergala. Je rappelle que votre article, on peut le trouver dans le numéro 73 des études cinématographiques, ouvrage dirigé par Jean Cléder chez Classique Garnier. C'est la fin de notre semaine consacrée à Marguerite Duras. On sera de retour dès lundi à 15h pour une nouvelle série consacrée cette fois à la vie et à l'œuvre de l'écrivain et essayiste américain James Baldwin. Mais tout de suite sur France Culture, vous pouvez retrouver la poésie, et c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie des auteurs. Bonjour, nous passons cette semaine avec Roland Dubillard, c'est chez Gallimard Dubillard. Et parfois passent des méduses de Jean-Pierre Chambon, c'est au Castor Astral, Jean-Pierre Chambon. Méduses phosphorescentes comme frissons gélifiés, hologramme de l'effroi. Le germe du visible dans la coquille fêlée, d'où l'œil bave son albumine. Départ matinal de Dubillard. Je veux être mystérieux et triste, avec des moustaches, et traverser les rues qui ne vont pas où je vais. La ville est depuis longtemps mystérieuse et triste. La nuit aussi est d'elle, comme les provisions. Je tremble. Les arbres n'ont pas tous les plaisirs, et sans eux, je m'en vais. Passer, nous dit Roland Dubillard. Si tu ne sais pas passer, passant, tu vas savoir ça. Voici le passeur. Même un sac de sable sait. Même le grain du fusil. Gros robinet, mon gros nœud d'eau. Le passeur n'est pas le masseur. Quand le passeur te secouera, secoue à droite et à l'envers. Quand le marteau-piqueur scandera ton corps, ton cou ne suivra pas. Trop sec, tourne la secousse, grosse tête stupéfaite, scandalisée par trop de tours, ta tête tombe haut et court, suivant les secousses, les chaos, les assemblages, les secousses de l'escalier qui glousse, on l'entendra de marche en marche, rebondir vers la cour, et cavaler de pavé en pavé, décroissant, on écoutera comme on ne l'entend plus, chaotant et scandant l'escalier, seul sachant quel chaote et scande l'escalier. Lui qui... Or, il mit son chapeau et sa veste, son cache-sexe et ses chaussures, ses rails de chemin de fer et ses gants, il les enfila. Sa tête fut rangée, stricte et sobre, et la main du cerveau fit défiler les mots entre ses doigts. Chapelet régulier en boucle concurrente vers le nœud de la croix. Il entra dans quelqu'un qui passait, il fut croqué. Petit pain par la fin des écoles, celui qui dit « on peut tirer l'échelle », ce fut lui. Des femmes lui lisaient son futur dans les puits et dans les poils aussi. Ce fut ainsi, et puis un panthéon de rire s'effondra autour de nous lorsqu'il prétendit faussement être le premier homme à avoir traversé l'océan Atlantique en ascenseur. Lui qui avait, un jour d'autrefois avec nous, léché les jambes inflexibles de sa chaise, supplié son crayon et saigné son vernis à ongles, lui qui se fût pendu si son lustre l'eût toléré, lui qui... Méduse phosphorescente comme frisson gélifié, hologramme de l'effroi,
Le germe du visible dans la coquille fêlée d'où l'œil bave son albumine, la membrane du firmament disparaît sous la ligne de flottaison dans les irisations d'une tache d'huile. L'écorce terrestre de Jean-Pierre Chambon. Et merci Jacques Bonafé, vous consacriez cette semaine à des lectures de Roland Dubillard et Jean-Pierre Chambon.